Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Aujourd'hui, il s'agit d'un Tracker Talk où nous allons parler de l'actualité boursière avec bien évidemment la guerre commerciale et le lancement de la saison des résultats d'entreprise en Europe. À quoi les investisseurs doivent-ils être attentifs dans les bulletins trimestriels des sociétés cotées? Quels sont les secteurs les plus sensibles au contexte actuel? Pour répondre à ces questions, nous recevons l'analyste de la revue L'Investisseur, Yuri Huygen, ainsi que mes collègues de la rédaction de l'Écho, Bruno Ravescott et Charles Régnier. Messieurs, bonjour. Bonjour Salim. Bonjour Salim. Nous venons de vivre un début de deuxième trimestre assez rock'n'roll, où la guerre commerciale déclarée par le président Trump, puis reportée à quelques exceptions près, et pas des moindres, a apporté beaucoup d'incertitudes et de volatilité sur les bourses mondiales. Comme on l'a évoqué dans nos 3 précédents podcasts, les marchés ont horreur de l'incertitude. Je vous propose donc de faire le point sur la situation avec nos 3 invités. Avant cela, on écoute l'avis de Nicolas Eusicom, spécialiste des investissements à la banque Pulatco, que l'on avait interrogé la semaine dernière en pleine tempête sur les marchés. C'est très difficile de dire si on est définitivement vraiment passé le pic d'incertitude. Honnêtement, je ne pense pas, parce qu'on n'est clairement pas à l'abri d'escalades supplémentaires, et on l'a encore vu hier avec la Chine. Donc un élément clair, c'est toute avancée notable ou un signe qui montre une accalmie ou une désescalade dans les négociations, ou alors un retour en arrière, peut-être d'administration Trump sur certains pays. Voilà, ça typiquement, ce sera un premier élément. Alors, on enregistre ce podcast mardi 15 avril et par les temps qui courent, il est important de bien dater les épisodes. On a l'impression de connaître une période de répit ces derniers jours avec un peu moins de volatilité depuis quelques séances. Mais ce calme relatif risque cependant d'être de courte durée. Première question assez simple. Comment est-ce que vous avez vécu ces 15 premiers jours du mois d'avril ? C'était assez rock'n'roll, si je puis dire. C'est vrai que Donald Trump a soufflé le chaud et le froid depuis le 2 avril, effectivement, lorsqu'il a annoncé ses tarifs réciproques sur lesquels il est en partie revenu en arrière, puisqu'il y a quand même toujours un niveau de 10% qui est maintenu, mais une période de délai de 90 jours pour des négociations. On a vu pas mal de mouvements sur les marchés d'actions, mais aussi sur les marchés obligataires, avec un taux américain qui est quand même très très fortement remonté sur l'espace de 5 jours. Je crois qu'il est passé à moins de 4% à 4,6% pratiquement, ce qui est quand même un mouvement assez important. Et puis on a aussi du côté des devises, le dollar qui a pas mal reflué. Charles, je vais pas donner ton âge, mais tu es un des plus jeunes du service. Je vais pas donner non plus l'âge des autres membres du service. Est-ce que tu as déjà vécu de pareilles conditions sur les marchés ? C'est rare en tout cas. De mémoire, pas vraiment. Moi, je me rappelle juste que un moment, Wall Street, il y avait une journée où Wall Street avait ouvert en baisse de genre 4%, et en à peine 5 minutes, sans aucune raison apparente, il était remonté en flèche. Et après, c'était en fait un tweet qui a été sorti disant justement que Donald Trump allait instaurer un délai de 90 jours. Et puis après, Donald Trump a dit c'est une fake news, et donc ça avait rechuté. Et ça, par exemple, moi, sur le moment même, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vrai que non seulement ça a été les montagnes russes pendant cette période depuis le 2 avril, mais même au sein d'une même séance, ça a parfois été vraiment les montagnes russes. Et ça, c'est pour moi, au minimum, rare. Yuri, je vais pas révéler ton âge non plus. Non, mais j'ai déjà plus de 20 ans de carrière. Je trouve que ce que les médias doivent essayer d'éviter, c'est d'utiliser des termes qu'on utilise vraiment pour des grandes catastrophes. J'avais lu dans beaucoup de revues et de sites internet que lundi passé était cité comme étant un nouveau Black Monday. Alors, je n'ai peut-être pas connu le Black Monday de 1987, mais cette année-là, en fait, le Dow Jones avait perdu 22% en une seule séance. Donc ici, lorsque les marchés baissent de 5-6%, ça reste impressionnant, quoi. Donc, mais il faut aussi accepter des mouvements de volatilité. Je pense que depuis la grande crise en 1920, j'étais pas là naturellement. Bon, il y a eu plusieurs périodes de correction de plus de 20%, parfois 30% et parfois même de 50%. Donc les corrections auxquelles on assiste aujourd'hui ne sont pas forcément exceptionnelles.
Alors, selon vous, est-ce qu'on a passé le pire moment de la crise ou est-ce qu'il faut se préparer à encore vivre de gros épisodes de turbulence sur les marchés ? Je pense qu'on reste dans une période très incertaine. J'évoquais il y a 2 minutes ces délais pour les tarifs réciproques, ce délai de 90 jours. Il faut quand même se dire que l'équipe de Donald Trump doit nouer langue avec une quantité assez astronomique de pays. C'est plusieurs dizaines de pays avec qui il faut négocier, des négociations qui d'habitude prennent des mois. Donc ici, en 90 jours, faire la même chose avec plusieurs dizaines de pays, c'est quand même une tâche assez ardue et on se demande effectivement vers quoi on va. Moi, j'inviterais à la limite les auditeurs à aller sur Google et de taper le terme VIX. Donc, le VIX étant un indice de volatilité. Il faut partir du principe que si l'indice VIX est supérieur, on va dire, à 25 ou à 30, le marché se montre volatile. La semaine passée, on avait atteint la barre des 60, ce qui est exceptionnel. Et je me souviens qu'en 2008, période que j'ai connue, on avait même atteint la barre des 90. Donc, lorsque l'indice VIX atteint la barre des 90, on peut avoir des séances boursières avec des plus 10, moins 10 pendant une semaine ou deux, quoi. Donc, et aujourd'hui, on est quand même toujours au-dessus de 30. Donc, ce qui veut bien dire que le marché reste très volatile. Et donc ça s'exprime avec des rebonds ou des rechutes parfois assez impressionnants. On l'a vu ces derniers jours avec Apple. Aujourd'hui, on le voit avec LVMH dans l'autre sens. Est-ce que l'investisseur doit s'habituer à ces épisodes de volatilité ? Je pense que, comme on vient de dire, effectivement, l'incertitude n'est pas encore levée et donc volatilité, oui, c'est parti pour rester. Alors, ça n'empêche pas une certaine accalmie sur certaines séances, comme ici les 2 dernières séances, mais oui, on peut avoir des gros mouvements. Et pour revenir quand même sur le caractère exceptionnel ou non, je noterais qu'effectivement, en termes de pourcentage, on a déjà connu bien pire sur une séance ou 2. Il faut toutefois remarquer qu'on est à des niveaux de capitalisation qui sont quand même particulièrement important aujourd'hui. Quand on a vu, par exemple, c'était le 3 et le 4 avril, donc juste le lendemain de l'annonce des tarifs réciproques par Trump, on a vu une baisse de capitalisation de plus de 5 000 milliards sur le seul indice S&P 500. Je pense qu'on a rarement vu ça. Donc ça, c'est peut-être plus pour remettre en perspective le fait qu'effectivement, en termes de pourcentage, on a connu bien pire que ça. En termes de montants qui sont en jeu ici, c'est quand même assez impressionnant parfois. C'est aussi parce que Wall Street, il sortait de 2 années complètement exceptionnelles, quoi. Wall Street, l'année passée, il avait fait plus 20%. L'année d'avant, ça avait été aussi vraiment une super belle année. Donc, bien évidemment, quand tu es à des niveaux aussi importants, à un moment, quand l'incertitude arrive, la chute peut être d'autant plus forte, quoi. Maintenant, faut pas oublier non plus que début avril, il n'y avait pas encore de résultats d'entreprise. La saison de résultats va vraiment commencer et les médias financiers mettront l'accent maintenant sur les gros chiffres comme LVMH aujourd'hui. Cette semaine se lance la saison des résultats européens. La semaine passée, les banques américaines étaient déjà au rapport et des grandes entreprises américaines aussi. À quoi un investisseur doit-il être attentif ? Alors, il faut être attentif évidemment aux résultats qui tombent, mais c'est pas là le plus important. Je dirais que c'est surtout au niveau des prévisions. Alors ici, on se doute bien que dans le climat d'incertitude dont on parle, les prévisions vont être évidemment très scrutées. En même temps, on s'attend à ce que cette incertitude soit répercutée par les entreprises dans leurs prévisions. Elles vont évidemment souligner qu'au niveau des tarifs en particulier, ça reste encore un peu le brouillard pour elles, qu'elles ne savent pas vraiment vers quoi aller et que c'est donc plusieurs scénarios auxquels elles doivent faire face. Et alors cette annonce des tarifs douaniers a été faite au tout début du 2e trimestre. Là, on va avoir beaucoup de résultats du 1er trimestre. Et donc, il faudra bien voir si c'est déjà pris en compte, quels sont les types d'entreprises qui seront le plus affectées. Charles, aujourd'hui, tu as travaillé sur LVMH. Et là, on voit qu'il y a clairement une réaction des investisseurs à ces résultats. Il y a une réaction des investisseurs à ces résultats, mais c'est... Pour tous les géants du luxe, je ne sais pas dans quelle mesure ils vont vraiment savoir expliquer de quelle manière les tarifs vont impacter leurs résultats.
quand on ne sait pas exactement quels seront ces tarifs, à quel niveau ils seront. Donc ça va être compliqué de donner, je pense, des prévisions chiffrées, par exemple, pour toutes ces entreprises. Après, on a déjà vu que du côté de tout un certain nombre de séries de brokers, eux, ils ont déjà revu à la baisse leur estimation pour l'ensemble du secteur. Je pense qu'ici, par exemple, LVMH, ce que ça fait, c'est que le contexte n'était pas optimal déjà de base, et puis leurs résultats ont déçu. Et leurs résultats ont déçu à cause notamment de la faiblesse persistante en Chine. Et ça, c'est pas neuf. Ça date pas non plus de ce trimestre-ci. Mais c'est clair que voilà, le contexte dans lequel ces résultats arrivent est quand même particulier. Yuri, ton avis sur ces mouvements dans le secteur du luxe, en particulier sur LVMH et ses concurrents ? Alors, ce qu'il faut retenir également, donc, en ce qui concerne LVMH, c'est que LVMH est un groupe du luxe avec des produits accessibles on va dire au grand public. Je pense que la classe moyenne européenne et américaine peut s'offrir certains produits LVMH. LVMH réalise, on va dire, une marge d'exploitation d'environ 20%. Et puis on a des groupes comme Hermès. Donc Hermès, ça c'est vraiment le très haut de gamme. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui peuvent s'offrir un sac à main Hermès ou un carré en soie là. Donc ce sont des produits vraiment très haut de gamme. Et c'est aussi cela qui explique que Hermès se porte vraiment mieux en bourse qu'LVMH. Je me souviens qu'en 2010, LVMH avait voulu racheter Hermès. Et à l'époque, le groupe Hermès valait environ 17 milliards en bourse. Aujourd'hui, 250 milliards. Donc si LVMH avait pu vraiment s'offrir Hermès à l'époque, le titre LVMH serait bien plus haut aujourd'hui. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans le secteur automobile avec deux marques, on va dire, de luxe comme Porsche et Ferrari. En fait, Porsche, c'est LVMH. Donc une Porsche, c'est assez commun comme voiture. Donc je ne dis pas que tout le monde peut se permettre une Porsche, mais je ne connais pas beaucoup de personnes qui peuvent se permettre une Ferrari. Et c'est la raison pour laquelle Ferrari se porte également beaucoup mieux en bourse. Ce qui importe, c'est pas seulement le chiffre d'affaires qui est réalisé par l'entreprise, mais c'est surtout la marge qu'elle réalise sur la vente de produits. Et donc, le souci de LVMH, c'est que voilà, ces produits sont achetés par une classe moyenne européenne, chinoise et américaine. Et à partir du moment où ces produits deviennent 20 ou 30% plus chers, ça incite moins ces consommateurs à acheter ces produits. Mais un riche continuera à acheter une Ferrari et un riche continuera à acheter des produits Hermès. C'est une tendance de fond qui se confirme en fait depuis pas mal de mois. C'est-à-dire qu'on voit effectivement un creux entre le luxe dit aspirationnel et puis le véritable luxe, celui qui coûte vraiment cher et qui demande d'avoir effectivement des moyens pour se le payer. Et donc on parle pas effectivement de la même clientèle et comme le dit Yuri, on le voit avec le luxe maroquinerie, les sacs Birkin de Hermès, c'est plus de 10 000 euros je pense la pièce, et à côté dans la galaxie de LVMH il y a des marques qui sont beaucoup plus aspirationnelles. Il y a d'autres acteurs comme Kering par exemple avec Gucci, c'est typiquement le luxe beaucoup plus aspirationnel, c'est sans doute plus le Porsche par rapport à Ferrari qui est davantage comme Hermès, qu'on appelle souvent d'ailleurs la crème de la crème du luxe, c'est pas pour rien. Et là, on voyait justement dans les mouvements ce matin que la capitalisation d'Hermès se rapprochait, même dépassait par certains moments celle d'LVMH. Oui, c'est impressionnant, d'autant plus que LVMH réalise 5 fois plus de chiffre d'affaires qu'Hermès, mais comme je viens de le dire, la marge réalisée par Hermès est bien plus importante et donc les investisseurs préfèrent des entreprises très rentables. Juste pour signaler, donc on a justement un papier qui a été publié ce mardi, qui donne justement le consensus, les attentes en fait autour de ces résultats. Alors les mois de janvier et février se sont pas trop mal passés, mais effectivement à partir de mars, c'est là qu'on a commencé à parler des tarifs douaniers, avec le moment culminant qui est le 2 avril, mais quand même déjà avant, il y avait déjà des tarifs qui avaient été mis en place et puis on ne parlait plus que de ça. Donc ça a provoqué en fait du côté des analystes et des stratégistes un fort recul des prévisions de bénéfices sur les acteurs européens, sur les sociétés européennes. Donc on est passé, je pense, de plus 2 à moins 1% en termes d'évolution des résultats sur le trimestre, on parle bien. Et donc tout cela évidemment est très différent en fonction des différents secteurs. Un des secteurs qui devrait tirer son épingle du jeu, en particulier, ce sont les banques.
Oui, et avant de revenir plus en détail avec Yuri sur les banques, on voit que sur la fin du premier trimestre, les craintes de récession ont été revues à la hausse. Ça a eu un impact sur l'euro, ça a eu un impact sur les prix du pétrole, des données qui, pour un analyste comme toi, Yuri, sont ultra importantes à suivre et donnent parfois le ton pour les mois qui viennent. Tout à fait. En fait, je me souviens que lors d'une précédente émission, on parlait encore du dollar fort, donc qui était donc positif pour les entreprises européennes. Aujourd'hui, on a un cours euro-dollar de 1,14. Je me souviens qu'il y a pas si longtemps, le taux de change était de 1,03. Hein, donc, je pense aussi que la plupart des entreprises européennes vont devoir en tenir compte, et je pense que la plupart des analystes vont également, du fait de ce dollar qui s'est déprécié, vont devoir aussi revoir leurs estimations à la baisse. Et je pense que ça va être quelque chose qu'on va voir régulièrement dans les différents résultats d'entreprise. Et là où justement tu notais des différences sensibles, c'est dans le monde bancaire, dans le secteur bancaire, où là, en Europe, il y a peut-être des opportunités pour les investisseurs. Alors, on va dire que si on parle uniquement de la situation des taux, à la limite, en Europe, la situation elle est vraiment idéale pour les banques, dans la mesure où la Banque centrale européenne doit normalement en fait abaisser le taux directeur pour la 7e fois consécutive ce jeudi. Donc on a on va dire un taux. La différence entre le taux court et le taux long en Europe est d'environ 1,2%. Donc ça veut dire que lorsqu'une banque prête de l'argent, elle gagne on va dire 1,2%. Donc chaque fois qu'elle prête de l'argent. Et on ne voit pas cette différence aux États-Unis. Mais le souci qu'il y a, c'est que naturellement les banques se font beaucoup d'argent avec cette différence entre le taux court et le taux long. Mais il y a effectivement donc maintenant un risque de récession. On parle même déjà de 30% de risque de récession aux États-Unis. Ce n'est pas encore vraiment le cas en Europe, mais il est clair que si les banques ont octroyé des crédits à des entreprises et il y a des consommateurs et que ces derniers ne savent pas rembourser leur emprunt, les banques seront obligées d'acter des moins-values. Et donc, il y a une possibilité de voir des pertes nettes en 2025. Mais on va dire que, en gros, les banques sont bien capitalisées, et donc je vois pas directement pourquoi on ne pourrait pas, en tant qu'investisseur, s'intéresser à ce secteur qui est sain d'un point de vue bilantaire. Il faut pas oublier, évidemment, que ici on parle, que ça soit pour l'euro notamment, ou même pour en particulier les risques de récession, on est déjà sur un horizon un peu plus loin que juste le trimestre ici actuel, mais effectivement, ça risque de ressortir aussi dans les prévisions des acteurs. Et toujours dans le secteur bancaire, il y a une banque non cotée qui fait parler d'elle-même. Oui, tout à fait. On va dire que Belfius, qui a réalisé donc près d'un milliard de bénéfices en 2024. Donc, on va dire que le gouvernement belge a demandé donc à Belfius de lui verser un gros dividende, justement pour financer notamment donc les investissements dans le pôle défense belge. Alors ce qui me fait souvent sourire en tant qu'investisseur, c'est que le gouvernement belge, ou comme d'autres gouvernements, veut taxer au fait les dividendes. Donc alors que lorsque une entreprise réalise vraiment des bénéfices, à l'instar de Belfius, l'État belge en profite. Ce n'est pas aujourd'hui que l'État belge peut aller chercher de l'argent chez Bipost ou chez Proximus. Donc Belfius, c'est une manière aussi de montrer que la santé des banques européennes est bonne. Tout à fait. Mais donc quand on a vu au fait les résultats publiés par KBC, par BNP Paribas, par ING, donc plusieurs banques présentes en Belgique, elles ont toutes réalisé donc de beaux chiffres en 2024. Et comme je le disais là tout de suite, toutes ces banques sont saines d'un point de vue bilantaire, ce qui n'était pas le cas durant la période précédente, la grande crise de 2008. Mmh. Donc il faudra rester attentif aussi aux politiques monétaires, parce que ça peut aussi avoir un impact, bien que c'est les banques américaines, les banques européennes, on est quand même dans deux mondes différents, et on voit même leur performance sur les 12 derniers mois. On est à du plus 30,
40% pour les banques européennes. On est tout juste à l'équilibre à Wall Street. On va dire que les grands noms américains que tout le monde connaît comme JP Morgan ou Goldman Sachs, ce ne sont pas des banques comparables à KBC et Belfius qui, eux, octroient surtout des crédits. Là où JP Morgan et Goldman Sachs sont plutôt considérés comme des banques d'affaires. Oui, et on a vu qu'elles ont énormément tiré parti d'ailleurs de cette volatilité sur les marchés au travers de leurs activités de trading qui sont effectivement très importantes chez les banques américaines. Alors, plus proche de chez nous, à la Bourse de Bruxelles, on a encore vu pas mal d'annonces ces derniers jours, comme un probable retrait de la cote chez Greenyard, qui était suspendu quelques jours, et même une levée de fonds ultra importante au sein du Belvint. Yuri, est-ce que tu as un commentaire à faire sur ces deux opérations ? Alors, on va dire que la levée de capitaux, c'est celle réalisée par AGEAS. Alors, AGEAS est un groupe qui pèse environ 10 milliards d'euros en bourse. Ils ont annoncé hier qu'ils rachetaient donc l'assureur britannique Esure pour 1,5 milliard. Donc ça donne déjà une idée de l'ampleur de l'opération. Donc 1,5 par rapport à 10 milliards de capitalisation boursière pour AGEAS. AGEAS aurait pu financer cette opération à la limite avec la trésorerie qu'elle détient, parce qu'en fait AGEAS a même 1 milliard de cash de côté, mais elle a préféré en fait lever des capitaux, donc 550 millions avec de nouvelles actions. Et ça permettra à AGEAS aussi de conserver ce milliard d'euros, parce qu'on parle aussi de plus en plus d'un possible rachat d'Etias. Donc, mais pour cela, il faudrait d'abord que l'État belge décide de vendre Etias. Mais si Etias était à vendre, je pense que AGEAS serait également un candidat repreneur. Et par rapport à Greenyard, encore un nom qui souhaite quitter la bourse de Bruxelles. Quel est votre sentiment ? On estimait que le prix offert pour Greenyard était pas très élevé, mais on voit que de plus en plus, plusieurs small caps en fait commencent à quitter la bourse de Bruxelles. Donc c'est également le cas pour Smart Photo. Exmar a également donc relancé son OPA, donc qui se termine le 16 avril. Je pense que c'est une opération qui va se clôturer positivement, mais on voit très clairement que beaucoup de dirigeants d'entreprises de small cap en fait profitent de la faiblesse des cours pour sortir toutes ces valeurs de la bourse. Oui, c'est pas neuf, on en avait parlé, je pense, au dernier Tracker Talk. On parlait notamment de Smart Photo la dernière fois. Peut-être que la prochaine émission, on aura un nouvel exemple encore à en parler. Mais effectivement, oui, ça, c'est pas une bonne nouvelle, effectivement, pour la Bourse de Bruxelles de voir les sociétés sortir les unes après les autres. Maintenant, pour revenir sur l'opération AGEAS, par contre, on a aussi la possibilité pour la société d'éviter la case endettement, qui est quand même une bonne chose pour la société. Et on voit quand même qu'en bourse, la réaction est, cela dit, limitée. On se rapproche évidemment du prix d'offre, mais c'est loin d'être une sanction boursière. Et je pense que l'achat de Esure s'est fait à un prix qui est considéré comme tout à fait raisonnable. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. On se retrouve très bientôt à nous quatre pour un Tracker Talk et on diffusera demain l'émission consacrée à un collectionneur d'art contemporain qui nous parle de ce type d'investissement alternatif et qui réagit beaucoup moins aux tempêtes boursières qu'on a pu connaître ces dernières semaines.